ses mémoires, Boris Eltsine a avoué le rôle dominant des élites financières dans la vie politique russe, plus particulièrement concernant la falsification des élections de 1993, concernant lesquelles il confesse qu'au moment du scrutin, le capital financier s'est transformé en capital politique. Les banques s'efforçaient de peser de façon ouverte et directe sur le gouvernement, et cessaient de diriger le pays, écrit-il. En effet, la thérapie de choc sous Boris Eltsine ayant pour but une libéralisation massive et une privatisation rapide des entreprises a eu pour résultat l'émergence et le développement d'une élite économique russe appelée l'oligarchie. Dans un contexte de faiblesse de l'État, ce puissant groupe d'intérêts surnommé la famille, comprenant des oligarques, mais aussi des membres de la famille d'Eltsine, est parvenu à prendre le contrôle de la vie politique russe. De fait, par leur puissance économique et leur réseau clientéliste, ces oligarques ont acquis la mainmise sur des décisions publiques essentielles en contrôlant la composition des gouvernements. Cette capture de l'État a eu pour conséquence la confiscation de la vie politique et la déchéance totale de l'État en tant qu'acteur politique. De plus, en raison des inégalités économiques et sociales croissante et de la politique gouvernementale menée au profit des intérêts des oligarques, la fracture entre les élites et la société civile a eu une conséquence péjorative sur la conception populaire de la démocratie formelle, perçue davantage comme une démocratie potemkine. Néanmoins, un tournant se manifeste avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Bien que l'historiographie actuelle montre bien que Poutine ait été avalisé par des oligarques comme Winchester Eltsine, l'ancien officier du KGB, par une politique de cooptation des oligarques, a fait émerger la notion d'État prédateur. En effet, si Poutine protège d'abord la fortune et les privilèges de la famille Eltsine en leur accordant une immunité totale, le président russe va s'efforcer après 2004 de réduire les influences politiques des oligarques, les obligeant à coopérer ou à se soumettre à l'État. Ainsi, Poutine va introduire dans son système politique les anciens oligarques qui lui sont loyaux en les obligeant à se considérer comme un partenaire de l'État. De plus, à ces anciens oligarques s'ajoute une nouvelle oligarchie poutinienne, comprenant des puissances financières et industrielles et des collègues de Poutine issus des services secrets, de la police et de l'armée. Enfin, le contexte de guerre en Ukraine permet de comprendre la notion d'État prédateur, ainsi que les rapports qu'entretient Poutine avec les anciens oligarques les moins fidèles à l'État russe. En effet, dans son discours du 21 février 2023, Poutine a expliqué qu'il ne pleurait pas sur le sort des oligarques victimes des sanctions occidentales, en les fustigeant d'avoir délaissé et spolié la Russie, en préférant acheter des yachts et des villas en Occident. Malgré ces menaces et ces critiques, Poutine appelle les oligarques humiliés par l'Occident à rentrer en Russie et à participer à son nouveau modèle économique. Ainsi, peut se demander quel est le rôle des oligarques dans la vie politique russe entre 1993 et 2023. Comment ces oligarques, par leur corruption durant la transition démocratique des années 90, et par leur participation à l'autoritarisme de Poutine, entravent-ils la démocratisation de la Russie? Premièrement, la démocratie est comme un système politique dans lequel le peuple souverain participe aux décisions publiques et à la vie politique. De plus, selon Aristote, ces décisions publiques doivent favoriser l'intérêt général et non des intérêts particuliers comme dans le cas des oligarques. De même, selon Thucydide dans son horizon funèbre de Périclès, une société démocratique met l'accent sur l'iségorie, c'est-à-dire l'égal accès des citoyens à la parole politique, et sur l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité devant la loi. Ainsi, nous verrons d'abord que l'aggravation des inégalités économiques lors de la libération sauvage des années 1990 a entraîné l'émergence d'une oligarchie antinomique à la démocratie. Deuxièmement, l'influence politique des oligarques durant le règne de la famille et des sept banquiers ont entravé la démocratisation. Néanmoins, l'arrivée au pouvoir de Poutine représente un certain asservissement de l'ancienne garde oligarchique. Troisièmement et dernièrement, si le système poutinien est toujours élitiste, une nouvelle oligarchie poutinienne s'est formée par de nouveaux réseaux clientélistes. De plus, l'utilisation par Poutine des oligarques dans sa politique étrangère est une expression de ce phénomène. L'approche néo-institutionnelle, telle qu'expliquée par Gazibo et Johnson dans leur livre sur la politique comparée, sont particulièrement intéressants pour analyser notre sujet. Cette approche intègre une approche statocentrée dans des processus de démocratisation dans lequel l'État interagit avec des acteurs et institutions informelles. Par exemple, dans le cas russe des années 90 à aujourd'hui, cette approche permet d'analyser les luttes pour le pouvoir politique entre l'État et des acteurs non étatiques comme les oligarques, ainsi que le rôle des banques, des grandes entreprises et des acteurs financiers dans le processus de démocratisation. De plus, l'approche néo-institutionnelle permet d'analyser le rôle des élites, ici les oligarques, dans le système politique russe. Plus singulièrement, un mixte de néo-institutionnalisme historique et du choix rationnel semble intéressant pour notre sujet. Le premier permet de montrer la continuité des relations clientélistes au sommet du pouvoir, ainsi que l'adaptation des anciens oligarques et la naissance d'une nouvelle oligarchie participant au pouvoir. Le second permet d'examiner comment les oligarques et les dirigeants politiques interagissent au sein des institutions, comme les rapports clientélistes, dans le cadre de la transition démocratique puis de l'autoritarisme. Privatisation massive, un processus mal exécuté. L'oligarchie joue un rôle important dans l'échec de la démocratisation en Russie. En effet, l'implication des élites russes dans l'économie nationale a fait défaut à la mise en place d'un système démocratique en Russie, notamment à cause de leur mainmise sur le pouvoir politique. La présence des oligarques en politique est une des conséquences de la privatisation massive des années 1990. L'ère d'Eltsine à la tête de la Fédération de Russie, qu'on peut voir en haut à droite de l'écran, est marquée par plusieurs phases de privatisation des sociétés et entreprises nationales. C'est une véritable révolution du schéma économique national car on passe d'une économie planifiée à une économie de marché. L'objectif étant sa modernisation et son insertion dans le système économique global. Le capitalisme s'insère donc dans l'État russe. La réforme de privatisation est lancée par Anatoly Choubaï, qu'on voit en bas à droite de l'écran, en 1992. Il a recours au processus suivant. La distribution de coupons de valeur de 10 000 roubles à la population pour acheter les actions des entreprises d'État ou les revendre. Ainsi, en 1994, on observe que plus de 15 000 firmes ont été privatisées et que 60% du PIB provient du secteur privé. Notons toutefois
que si cette libéralisation économique aurait pu être synonyme de libéralisation politique, l'exécution maladroite des réformes ne l'a pas permis. En effet, les politiques de bons ou d'enchères mises en place ne semblent pas avoir pris en compte que la majorité de la population ne posséderait pas d'éducation financière et économique. D'autant plus que l'économie de marché était nouvelle au début des années 1990. À la sortie d'une crise importante qui a précédé la chute de l'Union soviétique, donc l'ère Gorbatchev et l'échec de la perestroïka, les Russes moyens des années 1990 ont pu préférer de l'argent utilisable à l'instant plutôt qu'un coupon d'investissement. Une poignée de Russes, souvent liés à l'ancienne nomenclature soviétique, se sont ainsi enrichis et ont créé des cercles bureaucratiques fermés qui monopolisent le pouvoir étatique. L'importance du secteur privé dans l'État russe est sans précédent. Ainsi, dès 1993, l'opinion publique se détériore. La population ne soutient plus les réformes démocratiques. En 1995, le chômage atteint 6,4 millions de personnes et presque 25% des habitants vivent avec des revenus insuffisants au minimum vital. Notons d'ailleurs l'évolution du PIB national qui est en décroissance entre 1993 et 1998 à hauteur de moins 8,7% et moins 5,3% selon les chiffres de la Banque mondiale. Également en 1995, le gouvernement d'Eltsine met en place la privatisation de prêts contre actions, et ce sans consulter les autres instances politiques telles que la Douma. Le but d'Eltsine étant de financer sa campagne et sa réélection. Dans ce processus, l'État emprunte aux hommes d'affaires qui, en échange, donnent le contrôle temporaire des entreprises publiques, notamment dans le gaz et le pétrole. Dans le cas où l'État ne rembourse pas ses dettes, les actions de l'État reviendraient aux prêteurs. Donc cette mesure a entraîné la privatisation d'entreprises stratégiques et a renforcé l'entreprise des oligarques sur l'État. Le gouvernement, maintenant dépendant des oligarques, n'offre plus un système économique de marché respectant l'intégrité de toutes les couches sociales, mais plutôt une succession de décisions orientées vers la prospérité des élites. Le soutien économique des oligarques vers une Russie en difficulté leur offre une impunité presque totale dans la gestion de leurs affaires. La privatisation du gouvernement d'Eltsine entraîne une perte de l'indépendance de l'appareil étatique. Ainsi, à la fin des années 1990, le pouvoir économique de l'oligarchie est tel que ces derniers parviennent à influencer les institutions étatiques. Cédric Durand, en 2007, dit alors qu'au début de la décennie, la quasi-totalité de la production relevait du secteur étatique, dès 1998, environ 70% du PIB est produit dans le secteur privé. L'arrivée de l'économie de marché en Russie, ainsi que le processus de privatisation qui en découle, a laissé place à une élite des affaires qui domine les secteurs économiques clés et qui leur confère par conséquent les clés de l'appareil politique. C'est une véritable capture de l'État par l'oligarchie russe qui est mise en place. Les conséquences des méthodes de la privatisation ont empêché la création d'institutions fiables et axées pour le bien commun. L'intérêt des masses n'est peu, voire pas représenté. Cela endommage la légitimité du régime post-soviétique. La démocratie, pour la population, est vecteur de pauvreté et d'incertitude. L'accession de Vladimir Poutine à la présidence en 2000 marque le début d'une nouvelle ère dans la relation entre l'État russe et les oligarques. Conscient de la fragilité des institutions héritées des années 1990 et de la puissance incontrôlée des oligarques, Poutine entreprend de recentraliser le pouvoir et de restaurer l'autorité de l'État. Dès son arrivée, il envoie un message clair. Les oligarques peuvent continuer à prospérer, mais à condition de respecter les nouvelles règles fixées par le Kremlin et de ne plus interférer dans les affaires politiques. Ce coup d'éclat du Kremlin marque le début d'une ère de soumission des oligarques à l'autorité de l'État. Le message est sans équivoque. Les oligarques peuvent conserver leurs actifs et leurs richesses, mais seulement s'ils acceptent de se conformer aux priorités stratégiques du Kremlin et de se retirer de la politique. Sous Poutine, les oligarques évoluent donc vers un rôle de partenaire économique, soumis à un contrat informel qui conditionne leur influence au respect des directives de l'État. L'État, en retour, leur accorde des privilèges tels que l'accès à des contrats publics ou des subventions pour leur entreprise, à condition qu'ils investissent dans des projets en accord avec les priorités nationales, comme les infrastructures, l'industrie de défense et les grandes entreprises nationales. Ce contrat repose sur une institutionnalisation des pratiques informelles de loyauté. Les oligarques sont désormais considérés comme des agents économiques de l'État dont le succès dépend de leur coopération avec le Kremlin. Avec la crise ukrainienne de 2014 et les sanctions économiques internationales, cette relation évolue encore. Les sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne visent directement les actifs des oligarques russes à l'étranger, limitant leur capacité à investir en dehors de la Russie. En 2014, l'Union européenne a adopté des sanctions économiques contre la Russie, incluant des restrictions sur les exportations de technologies sensibles et des interdictions d'investissement dans certains secteurs. Face à cette pression internationale, le Kremlin renforce encore le contrat informel avec les oligarques en les encourageant à repatrier leurs capitaux et à investir dans l'économie russe pour compenser l'impact des sanctions. Alors, tout d'abord, on va parler de l'influence politique qui empiète sur la démocratisation pendant la période Eltsine. Donc, les principaux oligarques qui décident de soutenir Boris Eltsine afin de prévenir une alternance préjudiciable à leurs intérêts, ils vont notamment accorder au gouvernement russe des prêts gagés sur des participations dans les principales sociétés pétrolières et minières. Ici, à partir de ce moment, l'influence politique se rattachait à la famille étant les proches d'Eltsine et aux 7 banquiers en ce qui concerne la coordination du pays. Ainsi,
Pour exposer un peu ce contrôle des oligarques-là, eh bien, d'une part, c'est eux qui ont amené Eltsine au pouvoir, au gouvernement, et Berezovski y a mené à la création du Parti Russie Unie, sur lequel Poutine siège, exposant ce contrôle des institutions pétrolières dans le lobby au sein de la Douma. Donc, en bref, les oligarques qui se désignent vraiment comme un riche magnat d'affaires industrielles et financières participant à la direction politique du pays par des pressions personnelles sur les décideurs en raison de leur forte institution. Donc, de cette manière, ils sont parvenus à convertir leur capital économique et social en capital politique. Donc, ces sept banquiers-là, ce qu'ils voulaient, c'était de diriger le pays directement et ouvertement en faisant des pressions sur le gouvernement russe afin de coordonner le pays selon leurs intérêts personnels au détriment de la population, tel qu'en désignant Eltsine au pouvoir, comme il fut dire, comme j'ai mentionné précédemment, ce qui fut néfaste pour l'IDH de la Russie. Donc, ces facteurs ont empiété sur la démocratisation du pays, car l'influence politique des oligarques au sein du gouvernement russe, c'était quasiment totale, d'où les élections truquées, le financement de campagne et la création de partis politiques tels que la Russie Unie. Donc, un petit retour, c'est vraiment l'axe on met l'emphase dessus, c'est vraiment l'aspect que le capital économique, il se transpose en capital politique au gouvernement russe pendant la période Eltsine. Dans les régions, les oligarques étendent leur influence en soutenant financièrement et politiquement des élus locaux, qui prennent ensuite des décisions alignées sur leurs intérêts. Boris Berezovski et Vladimir Potanin, par exemple, utilisent des médias à leur avantage, tandis que Roman Abramovich exploite son influence pour obtenir des bénéfices dans le secteur pétrolier. Sous Yeltsin, le pouvoir central se renforce grâce aux comités régionaux, ce qui permet aux oligarques de protéger leurs privilèges contre toute tentative de décentralisation. Le Tarstatan, avec Mitimer Chaimiev et Saint-Pétersbourg, sous Vladimir Yakovlev, illustre cette dynamique où le clientélisme favorise une autonomie régionale. Avec Poutine, cependant, les pouvoirs régionaux sont réformés. Pour réduire l'influence des oligarques, il place des hommes loyaux, recentrant le clientélisme au niveau de l'État. Les nouveaux oligarques comme Gennady Timchenko et les frères Rothenberg sont installés en région pour servir les intérêts étatiques, recevant en retour protection et contrats, comme ceux des Jeux olympiques de Sochi. Ensuite, on a pu y voir une certaine période de transition. Donc, comme plusieurs auteurs le notent, Poutine fut mis au pouvoir grâce aux oligarques aussi, en raison de leur influence au sein du gouvernement russe. Donc, ceux-ci ont permis à Poutine de s'emparer du pouvoir lorsqu'il était un inconnu de la population, puisqu'il pensait pouvoir continuer à faire le pillage des ressources comme pendant la période d'Eltsine, soit en quelque sorte un contrôle quasi total de la Douma. Donc, lors de la première présidence de Poutine, celui-ci il a fait une alliance avec les oligarques en ce qui a trait à subvenir une stabilité politique et avec un accord de l'État de continuer à s'enrichir en les plaçant dans les régions afin d'influencer les politiques d'État pour diminuer la compétition entre les entreprises. Donc, c'est pour avoir un plus grand contrôle en quelque sorte. Donc, ça leur permet de continuer le pillage des ressources pour les oligarques, mais ça les empêche d'interférer avec la politique russe, car ça, c'était vraiment le domaine de Poutine, c'était une ligne qui était bien délimitée. En revanche, il y a certains oligarques qui en ont pris avantage, tel qu'on peut le voir dans le scandale de Yukos et de Kordovsky, ce qui a dû ainsi changer les stratégies de présentation de soi et repenser les réseaux d'influence des oligarques par la suite. Alors, si on fait un petit retour vite, M. Kordovsky et Yukos, dans le fond, ça a créé un scandale en raison de son activisme politique, donc étant la coordination du lobby pétrolier au sein de la Douma, il y a le financement des partis d'opposition tels que l'Abloko, l'Union des forces de droite et le Parti communiste, puis des critiques répétées de la politique intérieure et extérieure du président Poutine, tout en ses ambitions personnelles. Donc, la volonté de Kordovsky de se présenter aux prochaines élections, c'est vraiment le moment où Poutine en a perçu un danger parce qu'il désirait trop de volonté d'indépendance vis-à-vis du Kremlin. Donc, à raison de cette crainte de contrôle, c'est à ce moment-là que Poutine a resserré le verrou autour des oligarques. Donc, contrairement à ce qui était attendu des oligarques dans la période précédente, ils ont été conduits à masquer leurs ressources économiques et de moins se baser sur leurs forces de leur institution pour créer une relation privilégiée avec le Kremlin, mais cela ne veut pas empiéter sur le rôle de leur influence en politique. Par exemple, on peut aborder le cas de Denin et de son entreprise Snezhka, où il construisait sa légitimité politique sur la réussite économique de son entreprise dans la région de Bryansk. En revanche, en raison du scandale de Yukos, il ne pouvait plus autant se baser sur sa fortune parce que ce certain degré de liberté que les oligarques qui détenaient était perdu. Donc, plus les années passent, Nikolai Denin s'est progressivement coulé dans le moule du gouvernement poutinien, tel qu'en devenant le gouverneur de Bryansk ensuite. Par contre, c'était vraiment sous une forme de soumission. Par exemple, il a placé un programme de soutien aux grosses exploitations agro-industrielles, ce qui a été accepté par le gouvernement parce qu'il convenait aux chantiers nationaux prioritaires de Poutine. Donc, c'est par ici qu'on voit qu'à partir du scandale de Yukos, le but du Kremlin était clair étant de les priver de leur puissance économique pour ainsi affaiblir leur influence politique. Donc, afin de justifier cette tournure, dans le fond, l'écart social créé par les oligarques, Poutine y détient un certain pli de la population
en ce qui a trait à ça et pour cette opposition-là. Donc, le président, il décide d'instaurer des politiques de manipulation afin d'éviter de mener au pouvoir des dirigeants des grandes pétrolières, empêchant certains oligarques de se présenter aux élections de la Douma. De cette manière, il maintient une certaine avance et minimise le rôle des oligarques en ce qui a trait à la gouvernance du pays. Maintenant, je vais vous parler du rôle des oligarques dans la nouvelle oligarchie, état de clientélisme créé par Poutine. Donc, dans un premier temps, le contexte russe post-2004 est constitué par les oligarques qui ont joué un rôle majeur, notamment dans l'instauration de l'oligarchie clientéliste mise en place par Vladimir Poutine, ce qui a contribué à transformer l'économie de pouvoir ainsi qu'à renforcer le césarisme. Cette période marque une rupture notamment avec l'ère de Boris Eltsine, où les oligarques jouissaient d'une influence politique directe pouvant capturer l'État grâce à leurs ressources économiques. Avec l'arrivée de Poutine, cette dynamique s'est inversée. L'État devient le patron et les oligarques des clients, contraints de se soumettre à des règles plus strictes en échange de la protection de leurs intérêts économiques. L'accord informel SOSLIC conclut dès le début des années 2000, ce qui a symbolisé ce changement. Poutine a offert aux oligarques une sorte de pacte. Ils pouvaient conserver leurs richesses et leurs entreprises à condition de ne pas interférer dans les affaires politiques. Ceux qui ont osé s'opposer à cette nouvelle règle, comme Mikhail Khodorkovsky, ont été par conséquent réprimés, montrant que la primauté de l'État était désormais indiscutable. Ce système renforce la verticalité du pouvoir, où le soutien de l'élite économique à l'État est assuré par une relation de dépendance, institutionnalisant le clientélisme au sein de la structure politique russe. En même temps, cette nouvelle forme de césarisme a permis l'établissement de structures démocratiques illibérales en Russie. Dans ce régime, les institutions démocratiques, bien qu'existantes, sont dominées par un réseau de pouvoir qui privilégie les relations informelles et la loyauté envers l'État. Les élections, bien qu'organisées et occidentalisées, dans leur apparence, sont devenues un espace contrôlé par l'État et les oligarques au sein duquel la concurrence électorale est réduite et la représentation politique formelle est limitée. Ainsi, la Russie adopte une hypermodernité démocratique où le pouvoir est centralisé et soutenu par un réseau d'intérêts économiques. La centralisation du pouvoir sous Poutine et l'usage de pratiques clientélistes ont aussi engendré des problèmes économiques structurels. Le poids de l'État dans l'économie, dû à la domination des entreprises publiques et à la dépendance à des valeurs clientélistes, a entravé l'innovation ainsi que la modernisation. De plus, l'absence de concurrence économique et l'intervention croissante de l'État dans les secteurs stratégiques ont réduit les incitations pour l'entrepreneuriat privé et ont freiné le développement économique. Enfin, bien que quelques initiatives comme celle de Dmitry Medvedev aient cherché à limiter l'influence des relations du clientèle, elles sont restées insuffisantes afin de provoquer un réel changement. La culture politique russe fortement ancrée dans le patronage et l'étatisme maintient cette oligarchie clientéliste qui constitue l'un des piliers du régime de Poutine. Ce modèle, loin de s'effacer, reste un obstacle majeur pour toute tentative de modernisation ou d'ouverture économique, illustrant la continuité d'un pouvoir étatique autoritaire en Russie. Nous allons donc explorer le rôle stratégique des oligarques dans la politique étrangère russe, en particulier à travers la diplomatie énergétique. En effet, la Russie utilise ses vastes ressources énergétiques comme un levier d'influence sur la scène internationale, surtout en Europe, à travers des entreprises comme Gazprom et Rosneft, qui sont proches de l'État de Poutine. Ainsi, la Russie parvient à créer une forme de dépendance énergétique dans les pays européens. Cette dépendance transforme l'énergie en un outil de pression politique, comme le décrit Stephen Holmes. La Russie peut exercer une pression significative sur les décisions politiques et économiques des nations européennes en raison de leur dépendance énergétique. Des oligarques fidèles à Poutine, comme Gennady Timchenko, jouent un rôle essentiel dans cette stratégie. Timchenko, par exemple, contrôle des entreprises pétrolières qui dominent le marché européen. Sa loyauté envers Poutine lui assure des contrats lucratifs, mais devient également une sorte d'ambassadeur informel de la politique russe, représentant les intérêts de l'État tout en consolidant ses propres affaires. Ces sanctions imposées par l'Occident depuis la crise en Ukraine et l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie a dû rediriger ses relations économiques vers des partenaires en dehors de l'Occident. Les oligarques ont été encouragés à investir en Asie, au Moyen-Orient et dans d'autres régions émergentes, pour compenser les pertes liées aux sanctions. Cette stratégie de pivot vers l'Asie permet à la Russie de renforcer ses liens avec des pays comme la Chine et l'Inde. François Dossé souligne que cette approche est cruciale, car elle aide la Russie à maintenir ses survies économiques et diplomatiques face à l'isolement européen. Les oligarques comme Kirill Shamalov, proches du Kremlin, jouent un rôle dans cette réorientation stratégique. Leur fonction est de faciliter des accords et des projets dans les régions émergentes pour minimiser l'impact des sanctions occidentales et illustrer que la Russie peut prospérer sans dépendre de l'Occident. Depuis les sanctions occidentales, Poutine a renforcé son contrôle sur les oligarques, les intégrant davantage dans des stratégies de politique étrangère. Anderson Sloan et Marek Drabowski soulignent que les oligarques, en échange de leur pouvoir économique, doivent se soumettre aux exigences de l'État. Concrètement, cela signifie qu'ils doivent investir en Russie et faire preuve d'une loyauté totale envers Poutine.
faute de quoi ils risquent d'être marginalisés, voire emprisonnés. En orientant les oligarques vers des investissements en Asie et au Moyen-Orient, Poutine utilise leur influence pour contourner les sanctions et étendre la présence russe dans des régions stratégiques. Ce contrôle permet à Poutine de créer une oligarchie bureaucratique où les grandes fortunes russes deviennent des partenaires de l'État, agissant non seulement comme moteur économique, mais aussi comme instrument diplomatique, dans sa politique de pivot hors de l'Occident. Comme l'explique Stephen Holmes, ces oligarques bénéficient de la protection de l'État tant qu'ils soutiennent la politique nationale. Ce soutien implique non seulement des investissements en Russie, mais également une contribution à la diplomatie russe, en favorisant des partenariats économiques avec les puissances comme la Chine et l'Inde. Ainsi, le rôle des oligarques dépasse la simple économie. Ils deviennent des relais d'influence de la Russie à l'international, essentiels pour la survie économique et diplomatique du pays, dans un contexte d'isolement européen.